Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit donc dans un plus grand webinaire en 2 parties et qui s'intitule, «Regard croisé sur l'IA pour les sciences de l'eau». Donc la première partie, qui s'intitulait «Parole aux étudiants», s'est déroulée mardi après-midi. Elle a fait appel à des étudiants du master Integrated Watershed Sciences et un doctorant, Pierre Odisio, afin qu'ils nous parlent de leur utilisation de l'intelligence artificielle dans les sciences de l'eau, les travaux, qu'ils ont faits, qui ont eu recours à ces technologies et aussi, ils ont pu discuter de leurs perceptions, et leurs interrogations sur les intelligences artificielles et aussi les perspectives qu'ils envisagent pour ces outils dans le futur. Vous pourrez donc dans un futur, proche, regarder ce webinaire en rediffusion sur le site d'H2O, ou sur YouTube. Donc cet après-midi, c'est la deuxième partie du webinaire, donc qui s'intitule «De la théorie à la pratique», qui a bien lieu donc de 14 heures à 15 h 30 et non 16 h 30 comme c'est écrit sur la slide. Et ce webinaire va réunir des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent dans les sciences de l'eau et ils vont vous présenter, des exemples concrets de leurs utilisations des intelligences artificielles, dans le cadre de leur travail. Les intervenants qu'on aura aujourd'hui, en premier, ce sera monsieur Nicolas Bagdadi, qui est directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est aussi affilié à l'unité mixte de recherche TETIS, Territoire, Environnement, Télédétection et Information spatiale. Avant cela, monsieur Bagdadi, vous avez travaillé au BRGM à Orléans. BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, et vos travaux portent principalement sur l'utilisation de la télédétection pour la surveillance de l'humidité des sols, la cartographie des surfaces agricoles irriguées et aussi une estimation de la biomasse. Parfait. Ensuite, nous accueillerons Pierre Lemaire, qui est donc un ingénieur de recherche spécialisé en computer vision et machine learning, et qui travaille aujourd'hui donc au bureau d'études STIX 4D, qui est spécialisé en géomorphologie fluviale. Et Pierre, donc vous êtes dans l'équipe géomatique et imagerie. Vous avez également fait une thèse au LIRIS, c'est-à-dire le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information, sur la reconnaissance d'expressions faciales, et vous avez travaillé en postdoc sur l'exploitation des images drones et timelapse pour caractériser les milieux naturels et l'occurrence fluviale au laboratoire EVS à Lyon. Et enfin, notre dernière, intervenante sera madame, Emma Szymanski, qui est professeure en chimio-informatique environnementale à l'université du Luxembourg. Vous êtes, aussi, directrice adjointe du LCSB, le Luxembourg Center for Systems Biomedicine, et membre de l'Open Science and Research, Data Management, les deux au Luxembourg. Et vous nous présenterez vos recherches sur la contamination de l'eau, avec des approches chimio-informatiques, environnementales et des données open source. Parfait, merci Louis. Euh, Donc voilà, bien sûr, ces intervenants ne représentent pas toute la diversité des applications des IA pour les sciences de l'eau dans nos domaines. Existe plein d'autres sujets, plein d'autres utilisations de l'IA, et aujourd'hui, on vous fournit en fait un aperçu de quelques sujets. Donc, avant de débuter véritablement le webinaire, et pour vous présenter un peu plus de contexte, ces webinaires, ils sont organisés par par les étudiants du master interdisciplinaire Integrated Watershed Sciences de l'école universitaire de recherche H2O Lyon. Et cette année, dans le cadre dont je fais partie et Louis également, et cette année, dans le cadre d'une unité d'enseignement qui était supervisée par Frédéric Cherki de l'INSA Lyon, nous avons travaillé donc sur les usages des intelligences artificielles dans les sciences de l'eau, et on a notamment réalisé 4 états de l'art qui étaient relatifs à cette thématique sur 4 sujets différents, à savoir la détection et la prévention des fuites dans les réseaux d'eau potable, le traçage des polluants, la télédetection et la thermie. Et grâce à toutes ces connaissances, et pour une autre unité d'enseignement qui, elle, était sous la supervision d'Antoine Vernet du laboratoire LENA, une partie de notre promotion a également rédigé donc un article de vulgarisation avec des lycéens lyonnais sur l'utilisation des IA pour la gestion de l'eau, qui a ensuite été publié sur Décoder, qui est un journal de vulgarisation d'articles scientifiques à destination des collégiens et lycéens, qui est très intéressant si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et des travaux qui utilisent l'IA générative ont également été produits par certains de nos étudiants
travaux qui ont été présentés lors du premier webinaire, qui sera donc, regardable en rediffusion. Et enfin, l'organisation de ces webinaires, elle vient un peu en complément de tous ces travaux-là pour, d'une part, diffuser les connaissances que l'on a acquises, les travaux que l'on a réalisés et aussi pour présenter, d'autres intervenants qui utilisent les IA dans leurs travaux et donc partager leur vision de ces outils-là. Vous aurez donc à la fin de la présentation un plan qui sera dédié aux questions si vous souhaitez en poser. Donc vous pourrez simplement écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire, en indiquant aussi, si possible, à qui elles sont destinées. Et puis, elles seront posées donc aux intervenants une fois que toutes les présentations seront passées. Voilà. Merci, bonne écoute, et on va passer donc à Nicolas Bagdadi pour sa présentation. Donc, je mets voilà. Bonjour à tous. Alors, j'ai. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, Est-ce que vous voyez? C'est bon? oui, oui, OK. on voit votre présentation. Donc je vais démarrer. Donc bonjour à tous. Donc je vais présenter l'apport de l'imagerie satellitaire, donc spatiale, pour l'estimation de l'humidité du sol en milieu agricole et la cartographie des surfaces irriguées. Donc je suis Nicolas Bagdadi à l'INRAE à Montpellier. Alors, ce qui est intéressant avant de regarder un petit peu le potentiel de ces images pour ce type d'application, c'est de connaître un petit peu le contexte actuel et le comparer par rapport au contexte il y a 5 ou 10 ans avant. En fait, avant, les images étaient payantes et donc on était avec des capteurs qui avaient un temps de revisite qui était relativement faible, c'est-à-dire le capteur en général avait des répétitivités d'une vingtaine de jours en moyenne. Et puis, on était sur des résolutions spatiales, c'est-à-dire la finesse de, l'image, qui était peu adaptée aux applications, en agriculture, puisqu'on était sur des gros pixels. Et puis, ce qui était important, c'est que, tous les pré-traitements qui sont à faire sur les images étaient faits par nous-mêmes, c'est-à-dire, en fait, toute la partie calibration, correction des images était à faire par nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir, de l'expertise dans ces domaines physiques, qui sont plutôt de la physique de la mesure. Mais aussi, il fallait, avoir, quand même, beaucoup d'outils des outils de calcul, et des moyens de calcul donc. Aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis à peu près, un peu moins que 10 ans, donc les données sont gratuites, et quand elles ne sont pas gratuites, donc il y a un accès privilégié, pour, les chercheurs en général. Et puis même les données qui sont payantes, on arrive à avoir quand même, des données gratuites, quand, on justifie leur utilisation pour, les aspects de recherche. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les capteurs ont un temps de revisite qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus élevé. C'est-à-dire les capteurs, ils passent plus fréquemment au-dessus des zones d'étude et puis les images, sont mieux résolues, en particulier, par exemple, avec les constellations européennes Copernicus, radar et optique. Et puis les images, et c'est ça qui est intéressant, ils sont déjà pré-traités, c'est-à-dire, en fait, on télécharge des images qui sont quasiment corrigées, nettoyées, et on a l'information utile donc pour passer à la partie, application. Donc tout ça encourage le développement des approches opérationnelles pour la cartographie de nombreuses variables, que ça soit l'humidité, l'irrigation, le type d'occupation du sol, etc., etc. Alors toujours pareil, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ça serait bien de dire en quelques mots ce que c'est, les capteurs radars et ce que c'est les capteurs optiques, quelle est la différence entre les 2. Les capteurs radars, sont des capteurs qui sont des capteurs tout temps, c'est-à-dire en fait on a des données, on a des images, quelles que soient les conditions météorologiques. Et puis en plus, on utilise des très grandes longueurs d'onde. Donc ça veut dire en fait, on va analyser principalement l'interaction de l'onde émise avec, le milieu. Et puis ce qu'on sait, ça a été bien documenté dans la littérature, c'est que le signal radar est très sensible à l'humidité des sols. C'est-à-dire en gros, le signal radar va augmenter quand l'humidité du sol augmente. Les images optiques sont des capteurs passifs, hein, donc c'est des capteurs qui sont pénalisés par l'atmosphère, qui sont pénalisés, par les nuages principalement. Par contre, elles sont très intéressantes pour suivre, par exemple, l'activité chlorophyllienne en milieu agricole. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Européens avec les capteurs Sentinelle-1 et Sentinelle-2, donc Sentinelle-1 pour les capteurs radars, Sentinelle-2 pour les capteurs optiques. Alors, je dis «les» parce que c'est une constellation de 2 capteurs à chaque fois. Fournissent des images, avec des répétitivités meilleures que la semaine, sur des pixels qui sont de l'ordre de 10 mètres par 10 mètres
Et tout ça, évidemment, c'est bien adapté à la cartographie, à l'échelle, de la parcelle et principalement dans un contexte européen où le parcellaire n'est pas très, très gros. Et puis le temps de revisite, comme j'ai dit, on a, en gros, on a au moins une image par semaine. Donc tout ça, c'est adapté donc à la cartographie de l'humidité du sol et à la cartographie des surfaces irriguées. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'humidité des sols, on se dit, mais au fond, il y a quand même des données qui existent. Effectivement, depuis quelques années, il y a des produits qui existent. Donc, ces produits qui existent sont des produits qui sont issus de capteurs basse résolution spatiale, très basse résolution spatiale, c'est-à-dire il y a des cartes humidité des sols fournies par le capteur SMAP, le capteur américain, et puis il y en a plein d'autres, hein, mais je citerai le second qui est SMOS, qui est un capteur européen, alors européen avec un partenariat avec pas mal d'autres pays. Mais tout ça pour dire que la résolution native de ces capteurs, elle est de l'ordre de 20 kilomètres par 20 kilomètres. Et évidemment, l'intérêt de données radar Sentinel-1, par exemple, c'est de produire des cartes d'humidité à des échelles plus fines, par exemple à l'échelle de la parcelle. Alors évidemment, il y a Copernicus Land qui distribue déjà des premières cartes d'humidité, mais elles sont disponibles seulement sur le continent européen avec une résolution de 1 kilomètre par 1 kilomètre. Alors, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'humidité du sol, quand elle augmente, elle induit une augmentation du signal. Et donc, automatiquement, quand on va cartographier l'irrigation, bon, on va essayer de détecter une augmentation d'humidité du sol. Donc, on voit ici à l'écran 2 parcelles agricoles qui datent un petit peu maintenant, mais qui illustrent bien ce que je viens de dire. Donc, le 13 février, on était dans des conditions très humides, il y a eu pas mal de pluie. Et puis le 13 mai, quelques mois après, on était en présence d'un milieu qui n'a pas eu de pluie depuis un bon bout de temps, donc une faible humidité. Et quand on regarde le signal radar, donc à droite, avec la barre de couleur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on est en présence d'un sol très humide, on a un signal qui est très élevé, c'est la teinte rouge ou jaune. Et puis à droite, quand la parcelle elle a une faible humidité, on est plutôt sur un signal qui est faible, avec la couleur bleu ou cyan, pour schématiser un petit peu. Donc, à l'INRAE, donc, on a développé un algorithme qui s'appelle S2MP. Donc, c'est un algorithme qui va dériver l'humidité des sols à partir de Sentinel-1 et Sentinel-2, c'est-à-dire il va combiner l'imagerie radar et l'imagerie optique pour cartographier l'humidité à l'échelle de la parcelle. Euh, alors, ce modèle-là ou cet algorithme-là, il va modéliser le signal radar en utilisant des modèles physiques. Donc, il va utiliser un modèle qui s'appelle le Water Cloud Model et l'Integral Equation Model. Parce qu'en fait, le signal radar qu'on va trouver sur les images radar, c'est un signal qui correspond à l'interaction de l'endémise avec le sol et puis aussi avec la végétation. Donc, il y a un mélange entre sol et végétation. Et le but dans l'utilisation des données Sentinel-2, des données optiques, c'est d'extraire la composante végétation pour ne garder que la composante sol. Et c'est cette composante sol qu'on va essayer d'inverser pour estimer l'unité des sols. Voilà. Et donc, on va utiliser les techniques de réseau de neurones pour le faire. Alors, l'algorithme, il a été validé, il existe. Donc, la précision, en gros, elle est de l'ordre de 6%. On a une dégradation de l'estimation quand le NDVI augmente. Alors, ce n'est pas une question de l'algorithmie, c'est tout simplement une question de la longueur d'onde des données radar qui sont utilisées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise des données Sentinel-1 parce que c'est les seules données qui sont free et open access. Mais ces données-là ont une longueur d'onde qui est de l'ordre de 6 cm. Et le problème, c'est quand la végétation est très, très développée avec une forte biomasse, le signal n'atteint pas le sol. Et s'il n'atteint pas le sol, évidemment, on va avoir des difficultés à inverser cette fameuse composante sol pour estimer l'humidité. Donc, on a une dégradation de la précision quand le NDVI augmente. Alors après, quand on regarde un petit peu les cartes qui sortent de cet algorithme et on essaie d'analyser la cohérence dans le temps, en comparant par exemple avec les données de précipitation qui sont enregistrées par exemple par EURA5 ou par des stations au sol. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc sur le schéma qui est en haut à droite, on voit en X donc les dates et en Y, on voit l'humidité des sols qui est estimée. Et puis le deuxième axe en Y, c'est les précipitations. Alors, qu'est-ce qu'on voit en pointillé? On voit en pointillé que l'humidité de sol va augmenter à chaque fois qu'il y a des précipitations. Alors, les précipitations, ils sont avec la couleur bleue, hein.
Donc, la courbe en blanc pointillé qui correspond à l'humidité, à chaque fois qu'il y a des précipitations, ça augmente. Et puis ensuite, on a une humidité qui va baisser. Et puis hop, il y a de la précipitation, ça augmente, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'effectivement, l'humidité des sols, estimée à partir des données satellitaires, suit bien la courbe de l'humidité qui est illustrée indirectement ici par les précipitations. Et puis si on regarde la figure en bas, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit sur un bassin, enfin sur un bassin, sur une région, la région Occitanie, qui est située au sud de la France. Donc on voit l'écart d'humidité avec la première gamme de couleurs entre le rouge et le bleu. Et là-dessus, on a drapé les précipitations. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que à cette date-là, la partie est du département a subi des fortes précipitations comparativement à la partie ouest, où il n'y a pas de précipitations. Et quand on regarde l'écart d'humidité, évidemment, à l'est, on voit des humidités avec le code couleur bleu-vert, c'est-à-dire des fortes humidités. Et sur la partie ouest, là où il n'y a pas eu de précipitation à cette date-là, on voit des humidités avec le code couleur jaune ou vert, c'est-à-dire des faibles humidités. Donc tout ça pour dire qu'il y a une très bonne cohérence entre l'humidité estimée et effectivement la pluviométrie. Alors, les cartes d'humidité, elles sont déjà produites depuis un certain temps par l'INRAE sur pas mal de territoires en France et à l'international. Et les données sont libres gratuitement sur un site, sur le site de TEIA. Donc, le TEIA, c'est le French Land Center Data. Donc, les données, elles sont disponibles. Tout le monde peut aller les récupérer si elles sont disponibles, évidemment, sur le site d'intérêt de la personne en question. Alors maintenant, je passe rapidement à l'irrigation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant avec l'imagerie radar, c'est qu'on a une forte sensibilité du signal et l'humidité, donc automatiquement à l'irrigation. Bon, donc en fait, en gros, quand il y a l'irrigation, il y a une augmentation de l'humidité. Alors, comme je le dis comme ça a l'air simple, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'humidité peut augmenter. C'est pas parce qu'il y a eu l'irrigation, c'est parce qu'il y a eu la pluie. Et donc, tout l'objectif, c'est de séparer ce qui vient de la pluie de ce qui vient de l'irrigation. Mais avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait, c'est important de savoir quand même que, l'eau consommée, elle est principalement consommée dans le secteur agricole et puis avec l'augmentation de la population, il y a une augmentation de la demande en nourriture et tout ça conduit la planète à une intensification, de l'agriculture en utilisant enfin, qui utilise l'irrigation. Et puis, l'agriculture agricole la l'agricul pardon, l'agriculture irriguée, consomme près de 40, compte près de 40 donc de la production de la nourriture globale. Alors, donc, pour montrer un petit peu comment on va pouvoir cartographier les surfaces irriguées, donc je présente 2 illustrations. La première, donc on va commencer par celle d'en haut. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en Y, donc à gauche, le signal radar, hein, ce qu'on a, ce que, ce que les capteurs radar enregistrent. Je répète, c'est l'interaction entre l'onde émise par le capteur et la surface. Le deuxième axe des Y, c'est les précipitations, c'est ce qu'on voit à droite. Et en X, il y a les dates. Et puis, on voit 3 couleurs. En bleu, c'est les précipitations. En vert, on a le signal radar pour une parcelle donnée. Et puis, en rouge, on a le signal radar qu'on a moyenné sur des mailles d'environ 10 km par 10 km. Et vous allez comprendre pourquoi on utilise cette maille-là. Et donc, quand on regarde l'évolution du signal, des signaux, donc à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle de la grille, dans le temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire une augmentation du signal à chaque fois qu'il y a des précipitations, hein, on le voit tout le temps. Le vert est très fortement corrélé avec le rouge. Et puis, ce qui est intéressant, c'est si vous regardez l'ellipse en pointillé en noir, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a un signal, enfin, un signal en rouge qui est relativement stable, hein, il ne bouge plus, mais c'est un peu normal parce qu'il y a quasiment plus de précipitations. Par contre, le signal vert qui correspond au signal pour une parcelle irriguée, on voit des fluctuations. Et en fait, les fluctuations correspondent à l'augmentation du signal à cause de l'augmentation de l'humidité qui est due à l'irrigation. Et en fait, on voit une sorte de, de répétitivité, hein, d'environ une semaine. En gros, les parcelles sont irriguées à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, toutes les fluctuations qu'on voit dans l'ellipse en noir, là, pointillé, toutes les fluctuations dans le signal en vert, qui correspond au signal radar à l'échelle de la parcelle, correspond aux fluctuations de l'humidité dues à l'irrigation. Et on est certain que c'est l'irrigation, parce que si on regarde le signal rouge qui est en dessous, sur des grosses mailles, on voit que le signal est relativement stable parce que tout simplement, il n'y a pas eu de pluie
il n'y a pas eu de pluie pendant la période de juin à environ août ou quasiment pas. Maintenant, si on regarde le deuxième exemple qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est sur une parcelle de prairie irriguée. Eh bien, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, si on regarde le noir, c'est le signal radar à l'échelle de la parcelle. En pointillé bleu à la verticale, c'est les données d'irrigation, donc c'est les connaissances in situ de l'irrigation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'à chaque fois qu'il y a irrigation, le signal augmente, c'est ce qu'on voit avec la courbe en noir. Et puis si on regarde le signal radar à l'échelle des grosses mailles, hein, à l'échelle d'un bassin par exemple, ben, on voit que la courbe en rouge, elle est relativement stable dans le temps parce que tout simplement, il n'y a pas eu a priori sur cette période entre juillet et septembre de pluie. Donc en fait, à chaque fois donc, que le signal radar augmente à l'échelle de la parcelle et qu'il n'augmente pas sur des grosses mailles, eh bien on est certain que c'est probablement dû à l'irrigation. Voilà. Donc pour finir, donc il me reste encore deux petites slides très rapidement. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, pour cartographier l'irrigation ou les surfaces irriguées, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on va utiliser des classificateurs supervisés, c'est-à-dire en gros, on va collecter des données terrain sur un bassin donné, sur une année donnée, on va s'entraîner là-dessus, et puis ensuite on va généraliser le modèle de classification en l'appliquant sur un grand territoire. Alors, en général, ces algorithmes-là fonctionnent sur la même année et sur la même région où il était entraîné et rarement sont généralisables. Nous, ce qu'on a essayé de proposer, c'est une méthode un petit peu opérationnelle de cartographie de l'irrigation en utilisant les données radar et les données optiques, Sentinel-1 et Sentinel-2, et donc en travaillant sur une série temporelle de données, c'est-à-dire en suivant tout le cycle cultural. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il ne va pas utiliser des données terrain. On va partir du principe qu'on ne peut pas aller sur le terrain ou on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas de données terrain. Donc l'algorithme, il va en premier temps, grâce à ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire le signal radar à chaque fois qu'il augmente, soit c'est la pluie, soit c'est l'irrigation. Et si on arrive à enlever l'ambiguïté qui est due à la pluie et dire que cette augmentation, elle est probablement due à l'irrigation. Donc, l'algorithme, en premier temps, il va générer une sorte de base de données de référence, irriguée, non irriguée. Donc, là où on est absolument certain que ces parcelles-là sont irriguées, et là où on est certain que ce n'est pas irrigué. Et puis ensuite, cette base de données de référence, qui est, comme je disais, générée par l'algorithme, va être utilisée par la suite pour entraîner un algorithme et puis pour ensuite, donc, la dérouler sur des grands territoires, sur des grands bassins. Voilà, donc là, je vais passer vite là-dessus. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on va regarder plutôt les schémas. En haut, c'est une parcelle non irriguée. En bas, c'est une parcelle irriguée. Si on regarde l'ellipse, donc sur la parcelle non irriguée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le signal rouge et le signal vert ne bougent quasiment pas. Et à la seule date où les deux ont bougé, c'est parce que tout simplement, il y a eu de l'irrigation. Sur la courbe d'en bas, c'est une parcelle irriguée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La courbe en rouge, elle est relativement stable. Le signal ne bouge quasiment pas. Et le vert, qui correspond à la parcelle le signal à l'échelle de la parcelle, on a une augmentation assez périodique du signal qui correspond à une augmentation périodique de l'humidité qui est due à l'irrigation. Voilà. Donc, on fournit des cartes sur des territoires en France et à l'international. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais conclure avec la slide qui est là. Euh, L'algorithme de cartographie des surfaces irriguées fonctionne relativement bien quand quand on est plutôt dans un milieu, on va dire, semi-aride, ou on est dans un milieu tempéré, mais avec peu de pluie le printemps et l'été, parce qu'en fait, la cartographie de l'irrigation, elle est principalement faite pendant la période où il y a une tension sur l'eau, c'est-à-dire le printemps et l'été. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur la courbe? On voit que en 2019, sur ce site-là, par exemple, on avait une meilleure précision sur les surfaces irriguées qu'en 2017, parce qu'en 2019, on était sur un été sec, alors qu'en 2017, on était sur un été humide. Alors pourquoi on est moins bon quand c'est humide? C'est parce que même si on arrive quand même, enfin on arrive dans la limite du possible à séparer la pluie de l'irrigation, eh bien quand il y a une pluie quand même assez fréquente pendant le printemps et l'été, ça rajoute de l'ambiguïté et donc on est un petit peu moins bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes ou pas du tout? Sinon j'arrête. Allô? Oui, oui, vous avez 2 minutes si vous voulez, pas de souci.
Oui, donc je fais encore 2 minutes alors. Bon, OK. Donc si on regarde maintenant les performances, si on regarde un petit peu la performance de nos algorithmes pour la cartographie des surfaces irriguées, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur la figure qui est à gauche que le pourcentage des événements d'irrigation non détectés, ils sont très importants quand le NDVI est élevé. Mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'estimation de l'humidité des sols. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que quand le couvert est très, très développé, c'est-à-dire on a un très fort, coefficient, NDVI, enfin indice de végétation NDVI, eh bien le signal radar ne descend pas jusqu'au sol et donc s'il ne descend pas jusqu'au sol, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé sur le sol et donc on a du mal à estimer l'humidité et donc, de dire qu'il y a eu de l'irrigation ce jour-là. Donc c'est pour ça que la détection des événements d'irrigation, elle est relativement bonne quand le NDVI est faible ou moyen et elle devient très compliquée quand le NDVI est très élevé, puisqu'en fait, on est sur un pourcentage d'événements d'irrigation non détectés de l'ordre de 80% si le NDVI est supérieur à 0,8. Et 0,8, c'est vraiment très, très important, hein. Voilà. Voilà et puis là, effectivement, je conclus. Alors les limites, c'est bien toujours de dire que ça marche, mais c'est bien aussi de dire qu'il y a des limites. Alors je résume un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les résultats sont relativement moins bons, quand on est sur des années, pluvieuses. Alors quand je dis des années pluvieuses, c'est plutôt des saisons printemps-été pluvieuses, parce que tout simplement, il y a une confusion malgré tout ce qu'on fait, il reste une confusion entre la pluie et l'irrigation. Et la question pourquoi il y a de la confusion? C'est parce que très souvent, l'été même, quand il pleut, il y a aussi de l'irrigation. Donc, c'est ça qui fait qu'on a du mal à séparer les 2. Parce qu'en fait, les 2 cohabitent parfois ensemble. Voilà. Le deuxième point qui est important, c'est que pour certaines cultures, pour un certain stade de croissance de la végétation, hein, c'est-à-dire en gros quand la végétation est très bien développée avec une forte biomasse, eh bien le radar peut ne pas pénétrer le couvert et donc il n'atteint pas le sol. Et comme il n'atteint pas le sol, ben, évidemment, on ne peut pas estimer son humidité et donc cartographier l'événement d'irrigation. Alors tout ça, donc ce deuxième point, il n'est pas c'est pas un problème d'algorithmie, c'est un problème de données. C'est-à-dire aujourd'hui, on travaille sur les données Sentinel-1 parce que les celles qui sont gratuites, et ces capteurs sont avec 6 centimètres de longueur d'onde et c'est ça qui fait que quand la végétation est très développée, on ne descend pas trop bas. Par contre, bientôt, il va y avoir des capteurs avec des longueurs d'onde plus importantes, donc en bande L, et ces capteurs-là n'ont aucun problème pour pénétrer le couvert végétal et donc on n'aura plus ces limites-là. Et puis, les limites aussi, c'est, impossible de cartographier les zones avec l'irrigation goutte à goutte, car tout simplement, quand on fait de l'irrigation goutte à goutte, eh bien, on a de l'humidité qui va augmenter très localement sur des petites surfaces à l'échelle de la parcelle. Et aujourd'hui, la résolution des capteurs, ben, n'est pas adaptée à cartographier ces petites variations d'humidité très localement. Et puis, le dernier point, c'est que si l'irrigation a lieu, il y a plus que 3 jours, eh bien, il est difficile de détecter, les épisodes d'irrigation parce que tout simplement, là encore, c'est une question d'instrument, hein. C'est parce que tout simplement, les capteurs actuels ont un temps de revisite de 6 jours. Et donc, pourquoi 3 jours? C'est pas bon, c'est parce que tout simplement, quand une parcelle elle est irriguée, eh bien, l'humidité va augmenter très fortement et puis pendant le printemps, voire l'été, l'humidité va sécher très vite aussi au bout de deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et au bout de cinquième jour, ben évidemment, l'humidité du sol, elle est au même niveau qu'avant l'irrigation. Donc c'est pour ça qu'en général, quand il commence à faire très chaud, au bout de 2 jours, voire 3 jours, eh bien l'humidité, elle redevient du même ordre de grandeur que l'humidité du sol avant, l'irrigation. Voilà. Merci beaucoup et je suis disponible pour donc répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Bagdadi. Donc, pour les personnes qui ont des questions pour Monsieur Bagdadi, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les posera à la fin du webinaire. À présent, donc merci de nouveau Donc pour cette. j'arrête le partage, hein, c'est ça, hein? Oui, s'il vous plaît. C'est fait. Mais merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Merci beaucoup. À présent, nous allons accueillir Pierre Lemaire, donc, qui est ingénieur de recherche, comme nous l'avons dit, spécialisé en géomatique et imagerie, et notamment en géomorphologie fluviale. Euh, et oui, petit détail pour Pierre, n'hésitez pas à allumer votre caméra aussi pour la traduction. Bon, c'est pas grave pour Monsieur Bagdadi, mais Euh, et puis pour les prochains intervenants. je crois que c'est allumé, non? Si je me trompe pas. Oui,
C'est tout bon, Ok. merci beaucoup. Bon, bah, si vous m'entendez bien, je peux démarrer. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est nos travaux pour adapter l'intelligence artificielle. Euh, bon, on verra ce que ça veut dire au milieu naturel. Et donc, notre problématique, c'est celle de la caractérisation de la granulométrie des cours d'eau par imagerie aérienne. Déjà, qu'est-ce que c'est la granulométrie? C'est l'étude de la forme et de la taille des galets. Si on regarde toutes ces photos, elles concernent des rivières et ce qu'on observe sur toutes ces photos, c'est des galets. C'est un dénominateur commun et même quand une rivière ou un torrent est à sec, les galets marquent l'emplacement du lit. Euh, la mobilité des galets est connectée aux paramètres hydrauliques de la rivière. La taille du sédiment déposé est liée à la capacité de charriage, donc c'est-à-dire à la puissance du cours d'eau. En fait, on mesure les galets euh, comme des indicateurs du fonctionnement des cours d'eau. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que les galets vont amplifier les dégâts en cas de crue. Leur absence va amplifier les phénomènes d'incision qui peuvent poser des problèmes sur les infrastructures et notamment les piles de pont. Et puis, ça va impacter les ressources. En amont des barrages, on va avoir une accumulation de sédiments qui va diminuer la capacité du contenant. Et puis, en aval, l'incision va poser des problèmes par rapport à la navigabilité. Et puis, enfin, les galets font partie de l'habitat des poissons et des invertébrés. Donc, ils ont une fonction par rapport à la biodiversité. Pour toutes ces raisons, c'est utile et important de mesurer la granulométrie. Comment est-ce qu'on réalise cette mesure? Typiquement, on peut aller sur le terrain, prélever des galets, aller les mesurer à l'aide d'un gabarit, comme on peut voir là sur la droite, un gabarit Wallman. Et puis, on peut aussi prélever des galets, les faire passer à travers des tamis pour mesurer leur taille. Le problème avec ces mesures in situ, c'est souvent que c'est assez laborieux et difficile. C'est des méthodes qui sont intrusives. Il faut prélever des galets, il faut les déplacer, ça peut endommager les milieux. Et puis, c'est des prélèvements qui sont forcément ponctuels et qui sont forcément soumis à aléas et qui nécessitent une certaine expertise de l'opérateur. Il ne faut pas prélever n'importe où. On peut avoir beaucoup d'aléas en fonction du lieu où on réalise le prélèvement. Évidemment, on a envie de mesurer les galets sans y toucher. Et ça, c'est le rôle de la télédétection qui s'est notamment développé ces dernières années grâce aux drones et notamment la photogrammétrie. Donc l'idée, c'est de se balader avec son drone au-dessus d'un banc de galets, au-dessus d'un torrent, de prendre plein de photos et de les assembler pour faire un modèle 3D du banc de galets qui nous permet de produire une orthophoto, comme on voit sur la droite, sur laquelle chaque pixel est rattaché à une coordonnée géographique. L'avantage, donc, c'est que c'est non intrusif. Ça permet d'accéder et d'acquérir beaucoup d'informations en peu de temps. Mais il y a quand même quelques défauts. Il y en a un qui est qu'on a seulement accès à la donnée qui est visible. On ne sait pas ce qui a été recouvert. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on se retrouve rapidement avec des volumes de données qui sont très importants à traiter. Et on n'a pas envie de prendre ces photos et d'aller cliquer sur tous les galets pour aller mesurer leurs axes A et leurs axes B. Donc, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a développé des logiciels pour automatiser la mesure des galets à partir des photos. Je vais citer notamment Basegrain, qui a été développé par l'université de Zurich. Donc ça, c'est de la vision par ordinateur, mais c'est paramétrique. C'est 2011, on va le voir, c'est un peu avant l'arrivée des réseaux de neurones modernes. Et donc, comment ça fonctionne? On va regarder le contraste localement, on va en extraire des formes, et puis on va en déduire l'emplacement des galets. Le problème,
avec ces approches-là, on va dire de vision par ordinateur un peu ancienne, c'est que c'est rapidement sensible aux conditions d'éclairage, aux conditions lumineuses, et puis c'est sensible aussi à la texture des objets, et on a souvent des cas dans lesquels ça fonctionne très très mal, comme on vient de le voir. Du coup, il y a beaucoup d'efforts qui ont été investis pour comprendre et fiabiliser les résultats de ce genre de logiciel, mais ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, si on voulait résoudre ce problème, on penserait immédiatement à appliquer l'intelligence artificielle. C'est un peu un gros mot, l'intelligence artificielle. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je vais préciser ce dont je parle dans cette présentation. Je vais parler en gros des réseaux de neurones avec un apprentissage profond. Je ne vais pas parler trop des modèles de langage dans la suite de cette présentation. En fait, ça fait un moment que les réseaux de neurones existent, ça fait depuis les années 60, mais il y a une vraie accélération depuis 2012 et un réseau particulier qui s'appelle AlexNet. Et pourquoi le boom, on peut le situer à 2012? C'est parce qu'on a une massification de la donnée, on a beaucoup plus de données qui est accessible, notamment grâce aux réseaux sociaux. On a une explosion des capacités de calcul avec notamment les processeurs graphiques et puis la politique de certains constructeurs. Et puis, la diffusion des modèles et des techniques, de la technologie, c'est vraiment, vraiment beaucoup accéléré à travers l'open source. Comment est-ce que c'est appliqué à la détection d'objets? Je vais prendre l'exemple de Masker CNN, qui est le modèle qu'on a utilisé pour Galet V1, dont je vais parler tout à l'heure. On l'entraîne avec un apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on va lui fournir plein d'images en exemple avec des masques qui montrent la sortie qu'on attend du réseau. On va lui fournir plein d'exemples, il va les ingérer et il va apprendre avec des modèles qu'on va dire probabilistes à restituer les exemples qu'on lui a fournis. Donc, si on prend une image comme celle-ci, en fait, il va explorer toutes les zones possibles dans l'image, et puis à chaque fois, il va évaluer une probabilité de la présence d'un objet ou non. Et puis sur les zones où la présence est la plus élevée, d'après sa prédiction, il va nous prédire une classe, un type d'objet, et puis il va nous restituer les pixels qui expliquent cette décision. Le problème, en fait, avec ces réseaux de neurones récents, c'est qu'on peut le voir sur le jeu de données d'apprentissage au-dessus. En fait, c'est appris sur des images du quotidien. On a des véhicules, des chiens, beaucoup de personnes, mais finalement, c'est peu représentatif des milieux naturels. Et ça fait que même si on prend un réseau qui est très récent, très performant sur les jeux de données de test et d'entraînement habituellement utilisés pour le domaine de la détection, on a des réseaux qui se comportent très très mal sur nos images. Donc ici, on lui a mis une placette avec des galets et on voit qu'il nous détecte des boules de neige, des fruits. En fait, il nous a détecté une salade de fruits avec des boules de neige. Ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que, en fait, dans son jeu d'apprentissage, il n'a pas eu d'exemple des données qui nous intéressent. Donc, on a besoin de constituer des jeux d'apprentissage pour leur montrer ce qu'on veut. Ce qui veut dire fournir des images de galets déjà annotées. Ça, c'est un peu ce qu'on voulait éviter au départ. Donc, la stratégie qu'on a mis en place pour l'entraînement de Galet V1, c'est au lieu d'annoter plein d'images réelles, on a généré plein de placettes de synthèse. L'idée, c'est qu'on a détouré plein de galets à la main, on les a disposés
aléatoires. On les a utilisés pour générer d'autres galets artificiels qui font illusion. On les a disposés aléatoirement sur des placettes. Et puis, on a utilisé des fonds aléatoires pour lui donner aussi des exemples de ce qui n'est pas un galet, ce qui ne doit pas détecter. Ce réseau, ensuite, on a besoin d'un peu d'ingénierie pour traiter des orthophotos avec ce type de réseau. Donc, ça veut dire qu'on va, comme un réseau de neurones prend une image de taille fixe en entrée, en fait, on va itérer par tuile sur notre orthophoto pour couvrir toute la donnée. Il y a toute une ingénierie pour l'assemblage, pour ensuite l'extraction des caractéristiques. Mais le résultat, c'est qu'on a un réseau de neurones qui a appris à comprendre, enfin, en percevoir en tout cas, les orthophotos avec des galets, qui est capable de les différencier des zones de fine, de la végétation. Et puis, sur ces images-là, on voit que on a aussi des indicateurs qui correspondent bien à la taille des objets. Ce réseau, il a aussi la propriété de pouvoir de comprendre la continuité des formes des galets. Même quand ils sont partiellement recouverts, il est capable de retrouver leur forme. Donc ça, c'est les travaux qu'on a fait pour entraîner Galet V1. C'est surtout en fait mettre au point un jeu de données d'apprentissage qui soit représentatif de notre problème. Ce réseau, il a été validé scientifiquement dans plusieurs articles. On a fait en sorte de pouvoir l'appeler directement de PQGIS. Donc ça veut dire que toutes les caractéristiques des galets sont orthoréférencées. C'est très pratique pour ensuite exploiter les données extraites. Et puis, on l'a mis à disponibilité en open source. Donc, je copierai l'adresse plus tard dans le chat, mais vous pouvez aussi scanner le QR code pour avoir accès au code source. Donc, c'est une installation qui n'est pas immédiate, mais on a essayé de la documenter autant que possible pour la rendre accessible. Là, on a vu les travaux qu'on a fait donc, sur la base d'un réseau qui est assez ancien, qui est Masker-CNN, qui date de 2016. Et il y a eu de gros progrès qui ont été réalisés depuis. On a voulu l'actualiser et pour ça, on a subdivisé la tâche en deux parties. On a d'une part MM-Rotate qui va nous sortir des boîtes englobantes orientées sur les détections. Et puis d'autre part, MobileSam qui va sortir les masques pour avoir une bonne explicabilité de ce qu'on a détecté. On a essayé d'entraîner ces réseaux plus modernes sur le jeu de données d'apprentissage de Galet V1. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un problème avec le réalisme de ces données-là et que rapidement, les réseaux plus modernes apprenaient à détecter, plutôt qu'on avait un collage, au lieu de vraiment détecter les galets dans les images naturelles. Donc, on a eu besoin de refaire un jeu d'apprentissage. Et pour ça, on a utilisé deux stratégies. On a utilisé d'une part une stratégie qu'on appellera teacher-student, où on va montrer nos images à un réseau expert sur la segmentation d'objets. Donc l'idée, c'est qu'on lui fournit des points où on dit l'objet, retrouve-nous l'objet qui correspond à ce point, et puis on peut aussi lui fournir des points négatifs où on lui dit ça n'appartient pas à l'objet. Et c'est un réseau qui va s'attaquer à un problème qui est plus général, qui est de segmenter les objets au sens large, ce qui permet... Donc il y a une très bonne compréhension des images qu'on lui donne en entrée. Le problème, c'est qu'il va prendre tous les objets, y compris la végétation. Il va falloir le guider sur les particules qui sont texturées. Il va être très gourmand en ressources, donc inapplicable à l'échelle d'un banc. Et puis, sans réentraînement, il va que segmenter les pixels visibles. Donc, on l'a utilisé pour fournir des exemples à un réseau, on va dire, apprenant, qui lui sera vraiment spécialisé sur nos données. Donc ici, on a un exemple du jeu d'apprentissage qui a été constitué grâce à Segment Anything, le réseau de Facebook.
Ça nous a permis de faire déjà pas mal d'annotations, mais c'était pas suffisant, il n'y en avait pas assez. Donc on est aussi reparti en parallèle sur une stratégie de synthèse. Et pour ça, on a utilisé les modèles génératifs, qui vont générer une image à partir de texte. En l'occurrence, on a utilisé Stable Diffusion. Et Stable Diffusion pour une raison, c'est qu'aussi, on peut lui adjoindre un réseau qui s'appelle ControlNet, qui va le guider dans sa génération. Donc ici, en fait, on lui a demandé de générer des galets sur fond de sable en lui demandant de suivre des contours qu'on a créés avec la même stratégie que pour Galet V1. Donc on obtient des images qui sont photoréalistes, dont on connaît l'emplacement des objets. Puis on a même poussé ça plus loin en lui demandant d'appliquer un style qu'on lui a appris grâce à un module qui s'appelle DreamBooth. L'idée, en fait, c'est comme si on lui demandait, on lui montrait des exemples de peintures de Rembrandt et qu'on lui demande, génère-nous des images de galets à la manière de Rembrandt. Et ben là, c'est génère-nous des images de galets à la manière d'un drone, grâce à quelques exemples. Le résultat, donc, c'est qu'on a des images photoréalistes presque complètement annotées et qui pourraient tromper un humain. Voilà, je vais présenter les résultats. Donc, on a comparé les performances de Galet V1 et Galet V2 à d'autres réseaux concurrents qui font aussi un peu la même chose. Donc, sur un jeu de données assez limité d'images de lits de rivière avec des galets. On est assez content parce qu'on globalement, on a plus de détection avec Galet V2 avec peu de faux positifs évidents. Et d'ailleurs, c'est confirmé par une étude chiffrée qu'on a produite. L'autre raison pour nous d'être contents, c'est qu'on se rend compte que Galet V1 est toujours quand même performant et que nos deux versions produisent beaucoup de masques en peu de temps par rapport au réseau concurrent. Puis je vais vous montrer quelques applications. Dans le cadre d'une étude, on a fait une photogrammétrie de l'Ulion, qui est un torrent, un affluent de la Tinée dans les Alpes-Maritimes. En bas de l'image, vous avez deux placettes sur lesquelles on a fait tourner la détection. Et puis là, on vous montre l'ensemble des détections à une échelle plus large. Donc, chaque point, chaque masque correspond à une détection. Puis, on les a colorisés en fonction de la taille des objets. Et on est capable de remonter à des échelles qui sont de plusieurs kilomètres et d'agréger la donnée, notamment en sortant, par exemple, un indicateur de granulométrie classique, qui est le D84. Et ça fait qu'on est capable d'avoir une donnée qui est exhaustive et puis des indicateurs qui sont spatialisés et denses par rapport à un Wallman qu'on ferait sur le terrain, où on aurait quelques linéaires d'une centaine de mètres sur le long du torrent. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici sur le Buëch, donc un banc de galets à moitié immergé sur le Buëch. Ici, on voit qu'on a des zones en eau, ici aussi. Et quand on fait tourner la détection, on se rend compte que le détecteur, même sans qu'on l'ait explicitement entraîné là-dessus, est capable de détecter indifféremment les galets s'ils sont immergés ou émergés. Donc ça, c'est une donnée qui n'était même pas accessible avec un Wallman sur le terrain. Et puis quand on regarde la droite de l'image, on voit des formes apparaître. Donc là, l'orthophoto, on distingue quelques formes et grâce à la détection, avec une simple visualisation, on est capable de retrouver les positions précédentes du banc
lors des précédentes crues. Donc ça, c'est pareil, c'est une donnée complètement nouvelle à laquelle on a accès grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai déjà dépassé au niveau du temps, je vais conclure. Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut espérer l'émergence de réseaux plus adaptés au milieu naturel, mais on aura probablement toujours besoin de trouver des stratégies pour adapter les réseaux et l'intelligence artificielle en général à nos données. Et puis, il reste à fiabiliser les résultats. Ce qu'on sait, c'est que les réseaux sont souvent performants dans certains cas, beaucoup moins dans d'autres, et sans qu'on sache vraiment l'expliquer. Donc, en fait, il faut envisager les réseaux comme des nouveaux capteurs. Des fois, ils sont bruyants, et il faut identifier les cas où ils fonctionnent mal pour aller reproduire de la donnée d'entraînement pour pouvoir les réentraîner et qu'ils se comportent mieux dans ces cas-là. Et puis voilà, je rappelle que vous pouvez tester Galet, Galet V1 qui est en open source. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre présentation. Il se focus sur vos méthodes d'apprentissage, puis aussi les limites que vous avez pu rencontrer, comment vous y palliez, etc. Maintenant, on va passer à la troisième présentation. Si vous pouviez... Ouais, merci. Enlever le partage. Donc maintenant, la présentation de Madame Chimansky et vos recherches sur la contamination de l'eau et avec vos approches en chimio-informatique environnementale. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Je vais vous parler de l'étude de la pollution ou de la contamination d'eau avec des approches de chimio-informatique ouverte. Je vais montrer différents outils. Je me dispose. Them at this DOI here, or just use the QR code in case I speak too fast and you miss something. So what is environmental cheminformatics? I mean, in very basic terms, we take a look at the environment, we get different samples, we then... On prend différents échantillons, on va déterminer l'environnement avec une spectrométrie de masse à haute résolution et ensuite on va traiter ceci, c'est là où vient la chéminformatique et avec l'identifier, étant d'identifier des produits chimiques et leurs effets toxiques. Ça a l'air simple, mais je vais vous montrer dans les diapos que c'est un peu plus compliqué que ça en fait. En tant que groupe, nous avons développé différents logiciels euh, et je vous parler un peu de ces développements et comment ils peuvent être appliqués. Nous n'avons pas beaucoup de temps, cependant, je le sais. Alors, notre grand défi, d'abord, c'est l'espace chimique très large. Comme vous savez, notre connaissance de la chimie, c'est un peu comme l'espace. On a 119 millions de chimie dans notre base de données la plus grande. Mais ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas tout. On ne peut pas maintenant, c'est comme pour l'espace, on a, on a seulement qu'une petite partie de ce qui existe. Si l'on réfléchit également en termes d'IA, donc pour avoir des bonnes prédictions, on a les fingerprints avec des systèmes à moins de 0,1%. Donc l'un des grands défis dans la chimie, c'est d'avoir on ne connaît très, très peu de documentation sur les zones chimiques que l'on veut étudier. Donc, en tant qu'analyste, on va interroger ça de plusieurs façons. On peut avoir une analyse ciblée, on sait ce qu'est le produit chimique, on l'a en labo, on le mesure, on le quantifie. On peut faire ce qu'on appelle la détection de suspects. On s'intéresse à un produit pharmaceutique, on va aller dans les services santé, on va télécharger, on va aller chercher, voir quels sont ces produits que l'on trouve dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la détection de suspects. Et dans quelques diapos, je vous parle de ce qu'on appelle le Norman Suspect. C'est regrouper les connaissances. On a 131 000 chimiques maintenant, mais bien sûr qu'il faut que ce soit un petit peu vous avez néanmoins donc voir ce qu'il y a dans l'échantillon et ce qu'on appelle la sélection non ciblée. On cherche dans l'espace, on sait que nos instruments ne peuvent pas voir l'intégralité de l'espace et donc il faut faire on fait des bases de données. Donc
Donc on va essayer de sélectionner des sous-ensembles, donc qu'est-ce que l'on cherche, qu'est-ce que l'on détecte, et cetera, donc recueillir de la connaissance d'experts, c'est un grand défi. Il y a bien sûr, il y a peu de personnes qui disent comment on peut saisir ces connaissances et les échanger comme ressources. C'est là d'un des rôles ici, voici ce que l'on peut faire avec No Man's Suspect. On a reconçu le site internet, c'est juste un tableau avec des produits chimiques, mais simplement combien d'experts sont là et quelles sont les connaissances nécessaires. Voici la publication de 2022, 97 auteurs en mais ceci vous montre en fait le nombre de gens qui ont contribué à cette base de données et de connaissances, pardon. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on prend cet ensemble de listes de suspects, on ne définit pas le format, on peut avoir différentes entrées ainsi que des différentes informations de toute nature. Donc ils vont en fait, on va les mettre sur l'échange de le suspect list exchange. Donc on va là, avec Zenodo, on va descendre ensuite, on va passer aux statistiques et on va regarder où donc bien sûr. Et donc, on retrouve ensuite ce qui est le plus courant dans nos listes. Et ensuite, ce que l'on fait également, on les met donc dans dans un autre, dans le Norman Database System, donc qui va faire ces recherches également. On va également envoyer ces listes à des plus grandes ressources internationales, comme par exemple le Comtox Chemical Dashboard et la PubChem base de données. Donc, ceci est accessible à d'autres bases de données. Et donc, une perspective, ce qui se produit actuellement, mais nous aimerions pouvoir aller et on pourra y aller un peu plus rapidement, c'est, j'espère, des ressources comme des plateformes qui nous permettent de congeler des échantillons. Ici, on a un menu où l'on peut sélectionner les produits chimiques et regarder la carte de l'Europe et voir où leur concentration se retrouve dans certaines zones. Et ce sur quoi on travaille actuellement, c'est de faire de ceci d'un système d'avertissement précoce, avec des algorithmes, on peut faire rendre ce calcul plus rapide, plus intelligent et pour en venir à des conclusions plus rapidement. J'ai déjà parlé de mass bank, il faut avoir assez de données, c'est le grand défi. On maintient cette librairie des spectres qui ont été établis. C'est un exemple au Luxembourg. Voici une étudiante qui était chez nous. Elle a fait sa première contribution à une luxembourgeoise à la mass bank. Maintenant, elle gère l'intégration PubChem dans MassBank. Beaucoup de ces spectres, en fait, alimentent beaucoup des développements d'apprentissage machine que l'on fait pour la prédiction notamment des spectrométries de masse. On travaille également sur ce exposomics de Pep- PubChemLite. Nous regardons les espaces chimiques en fonction des classes chimiques pertinentes pour nos contextes expérimentaux. Je vais vous épargner les détails. Voici quelques visualisations et les relations à l'IA, pardon. Une chose que l'on peut faire, c'est bien sûr des choses triviales, mais ceci vous montre également les catégories, les informations pour différents composés chimiques. J'y reviendrai un peu plus tard parce que là, ceci vous montre le, le, le- la tendance qu'on a en termes d'information et par rapport à la tendance temporelle, pardon, et je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais ceci est essentiellement de la spectrométrie de masse. On peut avoir de la spectroscopie qui va saisir la coupe de la molécule et à partir de là, nous pouvons déterminer différents azimuts, même s'ils ont la même masse. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons assez d'expérience, données expérimentales pour avoir de bons systèmes d'apprentissage machine. Donc, pas aussi précis que d'autres calculs, mais on peut les tourner en quelques minutes plutôt qu'en mois, et même pour des plus grands domaines de chimie. Avec PubChemLite, nous le faisons tourner tous les mois et nous avons les valeurs mises à jour pour les collections en quelques heures ou minutes. Et donc, on peut faire des calculs reproductibles plus rapidement. Et ça veut dire qu'on a de nouvelles données et on peut
reformer entraîner le modèle pour un cadre de temps applicable. Donc, mais spectrométrie de masse haute résolution, c'est pas simplement un traitement de données. Il faut d'abord définir l'expérience, concevoir l'analyse. On fait beaucoup d'archivage, mais vous pouvez voir sur cette image qu'il y a beaucoup de plages pour améliorer les algorithmes. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? D'abord, on veut détecter des produits chimiques inconnus basés sur des modèles que l'on a. Et vous voyez, le Rhin, on a un chimique qui n'apparaît que dans la rivière qu'une fois par an, mais lorsqu'il dépasse ce niveau, ça veut dire que le Rhin est très dilué. Si on le voit au-delà du niveau du seuil de densité, ça veut dire qu'il y a des tonnes de ce produit chimique qui se promènent dans la rivière. Donc, on a un système de déclenchement et lors il y a un pic comme ça qui ressort de la courbe. On veut savoir d'où vient ce produit chimique. En bas, vous avez l'inverse. On a un signal qui se produit tout le temps, puis d'un seul coup qui va chuter pendant quelques semaines, puis revenir, puis chuter. Ça, c'était un signal pour une pause dans un arrêt de production dans dans une usine. En fait, ils ont pu remonter ceci à l'entreprise qui pouvait mettre des mesures de contrôle et réduire les concentrations de ces composés. Ils ne sont pas complètement éliminés. Bon, il y a moins de ce composé maintenant qui est rejeté dans le Rhin. Et on peut aller un peu plus loin, 2 exemples, mais voici un exemple de Vittorio qui est il, regroupe ces produits chimiques que l'on voit dans les lignes colorées et qui peut identifier avec d'autres signaux de chimie que l'on voit, mais qu'on ne peut pas identifier. On peut les grouper pour voir si on peut agir sur quelqu'un de ces produits chimiques en fonction des groupes et des séquences. On a quelques exemples plus simples. On a ce que l'on appelle l'industrie pharmaceutique. On peut voir qu'on a une tendance systématique 2019-20, plus haute concentration. On a une chute de la plupart des signaux. Au Luxembourg, on a beaucoup de travailleurs frontaliers. Donc, lorsqu'ils retournaient chez eux, il y avait moins de signatures qui venaient dans les eaux usées au Luxembourg. Et c'était une chose intéressante, c'était que la nicotine, donc c'est très piloté, ça dépend de la pollution, vous voyez, donc ça tombé de moitié pratiquement. Puis on a eu des composés aérosols qui ont complètement disparu en 2020. C'était un contraste par rapport à un média pour le diagnostic du cancer, mais là, comme c'était la Covid, personne ne faisait le diagnostic de cancer. On a également des pesticides et ça, c'est très pertinent pour les prédictions parce que c'est un exemple manuel. Les pesticides ne restent pas constants, ils se transforment. Et ce que l'on peut faire avec des prédictions, on peut voir que la transmission de produits et quel temps de reproduction et on peut voir, des différentes prédictions qui interviennent ici et si l'écran n'est pas trop petit, vous verrez que en haut et en bas, ils se produisent le même mois, en juillet et les 2 du milieu, même s'ils étaient en accord avec les temps de, rétention, ils se sont produits, d'un mois différents. Donc ils sont probablement associés à des produits chimiques différents. Et encore une fois, cette prédiction, euh, voici un problème d'expansion ici. Donc ce que l'on a fait ici, c'est comment avoir plus de données dans la base de données pour améliorer la prédiction. Lorsqu'on a présenté ces articles, on nous a conseillé d'utiliser l'intelligence artificielle. On a dit on n'a pas assez de connaissances pour avoir une bonne production pour que l'IA nous aide là. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que vous pouvez faire une reconnaissance de nom. Et donc, on a donné un nom à la cartographie de la structure, le mapping de la structure. Il y avait beaucoup de vrais positifs, donc certains étaient cohérents, d'autres étaient des demi-matchs du phosphate et donc certains étaient visiblement le NEM était mentionné. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la réaction de transformation. Donc, un de mes étudiants a un petit peu travaillé sur une application pour pouvoir lire ces données et pour ajouter plus les données pour améliorer les productions. Et donc, nous avons pu ajouter 10 000, des milliers de réactions en plus. C'est bien de comprendre quelles réactions l'on voit et celles qu'on ne voit pas et peut contraindre les prédictions. Où voulons-nous aller avec tout ceci? Dans le monde idéal, on va chercher des échantillons, on va faire des détections sur les suspects et non ciblés
aller dans les bases de données, prendre la connaissance sur la transformation, définir une autre librairie. Puis après ceci, on peut commencer à construire l'histoire des relations entre les pics et les échanges, les composés, et bien simplement et non plus faire de l'aléatoire. Et ensuite, ce que l'on veut faire, c'est avoir les prédictions. Si vous ne pouvez pas avoir des produits de transformation, on peut faire de la prédiction mais après d'avoir quelques matchs, on va avoir des dizaines, des centaines d'accords, donc de matchs. Bien sûr, on a beaucoup d'informations sur les produits chimiques. Simplement, je vais vous montrer les axes. Vous voyez, d'accord, la croissance exponentielle. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas la croissance en nombre de produits chimiques, c'est les nombres ajoutés par an. Donc, c'est jusqu'à un niveau de 20 millions de produits chimiques ajoutés par an à la base de données. Et vous voyez les informations disponibles sur ces produits chimiques. Donc, vous voyez, en route, donc pour évaluer ces produits chimiques qui arrivent comme ceci, c'est très difficile. Je vous ai montré un peu les tendances et même si l'on voit que la grande majorité des tendances sont les mêmes, on verra du vert, du rouge et du jaune, et bon, on va dire que c'est toujours le même modèle. Mais vous voyez, quand on voit, donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, donc, et on voit bien seul coup un schéma qui sort si on change les couleurs. Quand vous faites la lecture, ce composé, c'était du produit pharmaceutique qui était très prometteur dans des essais cliniques, mais il y a eu des effets secondaires indésirables très graves et il a été retiré des études cliniques. Donc ce pic a reçu beaucoup d'attention, puis il a échoué, il a été retiré. Et en fait, on a commencé à réconcilier ceci avec des vrais exemples que l'on avait de nos collègues. Ça, c'est d'un exemple qui montre ici des images de composés qu'il inquiètent dans les eaux usées. On était à une conférence avec nos générateurs de bandes chimiques. On a fait en live, en direct, pardon, et on a vu un qu'on a mentionné, qu'il a mentionné, on n'a rien vu d'anormal avec le modèle, mais avec l'un des produits relatés. Donc, avec le tétrafluoroborate de lithium, c'est le seul chimique sur lequel on avait une bande orange à la fin et non pas verte, parce qu'on a eu un petit peu d'une absence de données, mais ça, c'est une substance associée avec la production de véhicules électriques. Donc, ceci a commencé à être judicieux. Je vais vous épargner les détails, mais on a fait une analyse de tendance voir si on pouvait commencer à voir quels sont les produits chimiques qui apparaissent dans différentes régions, dans différentes zones, et par rapport à certains objets, pour voir un peu ce qui allait se produire en termes de contamination à venir. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas si vous avez vu la discussion sur les produits chimiques, éternels. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur les TFA, hein, donc, comme vous savez, donc, tout ce qui contient des groupes des CF2, donc qui étaient saturés. Et lorsqu'on a cartographié cette nouvelle définition avec la base de données, on n'a plus affaire avec des dizaines de milliers, mais on parle avec 7 millions de ces produits. Donc on a des TFE avec seulement quelques produits chimiques. Donc, combien de ces produits chimiques vont produire des TFA? Combien sont inquiétants ou sont utilisés? Donc ça doit être inquiétant. On a regardé des productions de propriétés et donc même si on prend des chiffres plus bas que ceci, on étudiait plusieurs sous-structures qui nous inquiétaient et malheureusement, ce que l'on peut voir avec beaucoup des produits chimiques, même si on les contraint, la plupart donc, la plupart devraient être non biodégradables, ce qui veut dire qu'essentiellement en termes de mobilité persistante, ils sont très inquiétants. La barre inférieure que l'on voit utilisait l'un des logiciels dans l'analyse environnementale. Les contaminants étaient hors de ce domaine et c'était un peu difficile de calculer ceci sur les machines qu'elle utilisait. Donc, encore une fois, c'est une façon pour nous que l'intelligence artificielle va nous permettre d'améliorer ce que l'on fait actuellement pour les valeurs de croisée de pollution. Ces chiffres ont l'air inquiétants. La plupart des produits chimiques répondent aux critères, donc pour inquiétude environnementale.
comment ramener ceci à la réalité, ce que l'on voit bien, ce que l'on voit également dans l'environnement. On ne s'inquiète pas des millions de produits chimiques, mais on peut utiliser également de la connaissance productive et en se disant voilà sur quoi on doit se concentrer et investir nos efforts. J'ai terminé, merci. Merci de votre attention, merci de m'avoir compris. J'espère que vous m'avez compris et je prendrai les questions. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Szymanski. C'était très intéressant, une présentation richement illustrée. Donc, merci beaucoup. À présent, on va passer donc au temps des questions qui peuvent être adressées à un seul des intervenants ou à tous d'ailleurs. Donc, pour les intervenants, sentez-vous libre de répondre si vous le voulez. Alors, on va passer aux questions. Donc, on avait une question qui était pour Nicolas. C'était pour répondre aux besoins que vous avez. Combien de temps ça vous prend de fournir les cartographies en général? Ça dépend, ça va dépendre principalement des zones d'études. Donc, si la zone, on va faire simple, si la zone d'étude, elle fait, allez, 100 km par 100 km, donc je dirais qu'il faut à peu près, aujourd'hui, avec les moyens de calcul, il faut à peu près 3 semaines pour fournir une carte. D'accord, ok. Et donc, comment est-ce que vous développez l'IA dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialement pour l'IA et d'autres pour l'interprétation, ou est-ce que tout le monde fait du début à la fin l'étude, ou comment ça se met en place? Bah, oui, en fait, enfin, au départ, il y a principalement un travail de traitement de signal, analyse de l'information, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. On va pas faire de IA sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, l'essentiel du travail, je dirais que le plus important, enfin, la partie la plus importante du travail, c'est d'analyser le signal et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris, donc on va déployer une méthode qui est basée sur l'IA, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, du moment où on fait un peu de l'informatique un peu élaborée, que ce soit du réseau de neurones ou des choses comme ça, on va dire qu'on fait de l'IA, oui. Donc après, évidemment, la partie IA, c'est plutôt, on va dire, développer ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu comprendre en analysant les signaux. Voilà. Mais je dirais la partie la plus importante, c'est pas l'IA. La partie la plus importante, c'est ce qui se passe amont, c'est-à-dire quelle est la donnée qui est utile pour cartographier l'irrigation, quelles sont les limites et comment faire. En fait, c'est la partie algorithmie, si vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a la partie algorithmie, l'informatique en soi, que ce soit du IA ou autre, c'est des méthodes, c'est des approches. Certaines sont performantes, d'autres un petit peu moins, mais après, je dirais que c'est à la fin. Très bien, merci. Et je pense que cette question, elle est aussi intéressante pour Pierre Lemaire et Emma Szymanski. Si Pierre Lemaire pour commencer, et ensuite Emma Szymanski, comment vous, dans vos structures, vous élaborez le travail avec l'IA? Alors, nous, dans notre structure, on est deux ingénieurs qui vont vraiment se spécialiser sur l'entraînement des modèles et aussi beaucoup l'exploitation des modèles, donc comment programmer des modules qui vont utiliser des réseaux existants. Et puis, non, pardon, j'ai dit qu'on était deux, on est trois, puisqu'on a un doctorant aussi qui a commencé sa thèse sur le sujet. Nous, on va pas forcément trop modifier les topologies des réseaux, on va plutôt trouver des moyens de les réentraîner qui fonctionnent bien pour nos contextes. Et puis après, le reste de la structure va plutôt exploiter les résultats qu'on leur fournit. D'accord. Nous utilisons beaucoup de ressources qui sont en utilisant l'AI et la machine learning, on commence à développer des choses nous-mêmes, mais nous n'avons pas fait ceci de façon étendue parce que notre spécialisation, c'est d'assurer le contenu que d'autres peuvent utiliser pour développer des méthodes. Comme je vous l'ai dit, avec la chimie, ceci a été très difficile parce que la
base de connaissances que nous avons sur la chimie est limitée par rapport à ce que le domaine a traité. Donc, on essaie de couvrir les autres espaces qui ne sont pas encore documentés. On travaille avec ceux qui développent les méthodes pour les tester, tester les limites et voir comment on peut appliquer ceci à nos études de cas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais je sais qu'à partir de la chimie, au niveau de la chimie, on a beaucoup de. Si vous mettez en face des modèles efficients, vous utilisez des structures 2D, il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont on donne au modèle le format de la structure chimique. Les résultats changent beaucoup. Sur cette base, beaucoup des données sont mélangées à différentes formes des produits chimiques à un niveau. Il y a un niveau d'abstraction que les donc, et parfois, c'est un peu difficile d'obtenir les bons résultats. Donc, il faut parfois il faut mettre souvent rajouter des couches de complexité avant d'arriver aux bonnes conclusions que l'on peut attendre. C'est très intéressant. Merci pour vos avis croisés. Et dernière question pour Nicolas Magdadi. Vous avez parlé que pour le goutte à goutte, c'était difficile de détecter donc cette irrigation. Et si on imagine un changement des pratiques, hein, au niveau de la gestion de l'eau, comment est-ce qu'on pourrait tester l'efficacité de l'IA et des modèles que vous avez actuellement sur ces nouvelles pratiques? Comment vérifier si elle est capable de s'adapter et comment développer ces nouveaux modèles? Oui, bon, la question, elle est compliquée, hein, parce qu'en Oui, fait, la question, elle est compliquée dans le sens où, si on est sur le problème principal, si vous voulez, c'est pas une question de IA à mon sens, c'est une question de données. C'est-à-dire si on est sur des données satellitaires où, le pixel, il va faire, en moyenne, 10 mètres, même s'il fait 5 mètres, c'est à peu près la même chose et que dans ce pixel de 10 mètres, eh bien, il y a peut-être 5 de sa surface qui a été modifiée par l'apport de l'eau, le signal moyenné sur ce pixel ne va contenir que très peu d'informations sur cette zone, on va dire, irriguée. Bon. Maintenant, évidemment, si on est plutôt sur des capteurs qui sont plutôt des capteurs aéroportés, pour ne pas dire des drones et des choses comme ça, là, on est sur des résolutions spatiales qui sont beaucoup plus fines. Et là, on peut être probablement beaucoup plus adapté, on va dire, à ce type d'application. Bon. Donc, du coup, si on est plutôt sur des drones, par exemple, on pourrait espérer, c'est pas certain, on pourrait espérer on pourrait espérer détecter cette modification de l'humidité aux endroits où effectivement il y a la goutte à goutte qui opère. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'on a, on va dire, l'instrument qui permet de détecter quelque chose, après, le IA va venir après. En fait, si vous voulez, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, en fait, ce qu'il faut jamais oublier, si vous voulez, c'est que l'IA, il y a beaucoup de développement autour de l'IA, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Mais pour que l'IA soit c'est génial et fabuleux, il faut quand même qu'il y ait des données d'observation. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des données d'entraînement, si vous n'avez pas des collectes de données, le IA, ça ne servira pas à grand-chose. Puisqu'en fait, les méthodes traditionnelles de réseau de neurones et des choses comme ça sont largement suffisantes. Je veux dire, aujourd'hui, l'IA, vous pouvez le mettre sur toutes les sauces parce que c'est une tendance mondiale, mais on voit bien que pour beaucoup d'applications, l'IA aujourd'hui n'apporte pas quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres méthodes, puisque tout simplement, les données d'observation, les données in situ, qui sont quand même les plus importantes et qu'on en parle peu, ils sont quand même pas suffisamment importantes aujourd'hui pour faire suffisamment de l'entraînement intelligent et permettre donc à des systèmes évidemment performants d'opérer un petit peu mieux. Vous voyez? Donc c'est pour ça ok. que l'IA, bien sûr, c'est important, mais il faut jamais oublier que pour qu'on puisse faire du bon IA, il faut du terrain, il faut de la compréhension des phénomènes, et c'est seulement avec ça qu'on peut par la suite passer à la deuxième phase, qui est l'élaboration, on va dire, des approches plus sophistiquées. Évidemment, je veux dire, l'IA, c'est beaucoup de neurones, c'est beaucoup de têtes en même temps, donc c'est sûr que c'est fabuleux. Mais si vous ne pouvez pas avoir l'entraînement suffisant en amont ou la bonne compréhension en amont, bah, je ne Ok. dirais pas que vous êtes en panne, mais vous ne faites pas mieux que les méthodes standards. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je vois que du coup, c'est l'idée générale pour Emma Szymanski et Pierre Lemaire. Du coup, bah, voilà, vous aurez l'occasion de développer, si vous voulez, dans vos questions ce sujet-là, avec plaisir. Du coup, pour Pierre Lemaire, justement, une question serait, du coup, comment cet effet boîte noire, vous avez parlé que voilà, vous travaillez avec les algorithmes développés par d'autres personnes. Comment vous gérez cet effet parfois de pas
savoir 100% ce qu'il y a dans l'algorithme, ou alors est-ce que vous avez des partages suffisamment forts pour connaître 100% de ce qui se passe dans l'algorithme et comment vous gérez ça? Alors, en fait, là, nous, on travaille beaucoup avec des réseaux qui sont partagés en open source. Donc, en fait, concrètement, comment l'outil est fait, qu'est-ce qui se passe dedans, ça demande beaucoup de travail, mais on peut comprendre vraiment Ok. comment c'est fait très concrètement. Le problème, en fait, c'est que c'est des réseaux donc avec des profondeurs qui sont considérables, qui ont été entraînés sur des volumes de données considérables. Et en fait, c'est juste comment il s'est paramétré lui-même qu'on ne maîtrise pas. Il y a des pistes sur l'explicabilité des réseaux de neurones, notamment en lien avec le texte. En gros, c'est un peu ce que fait ChatGPT aussi. Alors ChatGPT, je précise, hein, c'est un réseau qui va juste trouver la suite la plus probable de mots pour être crédible. Mais il n'est pas capable de raisonnement. Il a juste eu énormément de données pour apprendre comment répondre de manière crédible. Mais dans tous les cas, c'est des réseaux qui vont générer, enfin, pour aller vers l'explicabilité du raisonnement, de la perception des réseaux, on a des pistes aujourd'hui qui sont en gros, que le réseau, en même temps qu'il génère sa sortie, il explique par une phrase pourquoi ce qu'il l'a faite. Ça, c'est des pistes pour expliquer le comportement. Dans tous les cas, on va avoir énormément de poids pour les neurones qui ont été entraînés. Et ça, on ne peut pas maîtriser. L'information est beaucoup trop complexe pour pouvoir la comprendre. C'est en ça que c'est des boîtes noires, les réseaux de neurones. Et du coup, ça c'est pour cadrer la question, mais je me souviens pas vraiment de la question. Et bah, c'est du coup, c'était sur bah, déjà cette première partie-là. Moi, je ne connaissais pas, donc c'est très intéressant d'avoir le cadrage. Et après, comment vous faites face à ça, du coup, quand il reste cet effet boîte noire, quel impact ça peut avoir pour vous? Et ben en fait, il faut essayer d'envisager le maximum de cas sur nos tests et puis sur notre donnée d'apprentissage pour limiter le phénomène de la sortie du réseau qui est complètement à côté de la plaque. Donc en fait c'est beaucoup quand le réseau va vraiment pas avoir un comportement attendu, c'est parce que c'est de la donnée qu'il n'aura pas du tout vue en entrée. Du coup, faut faire attention aussi aux modèles, notamment de prédiction, par exemple dans le cadre du réchauffement climatique ou ce genre de choses, parce qu'ils vont, en fait, on va vers des inconnus. Et du coup, quand on rentre dans des espaces de données que les réseaux n'ont pas du tout vus, on peut pas prédire leur comportement. Donc, en gros, c'est comment mettre au point la donnée d'apprentissage qui va être la plus représentative de notre problème et qui va posséder le moins de biais possible. C'est vraiment sur le design du jeu d'apprentissage et de la stratégie d'apprentissage que ça se passe. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on avait une autre question. C'était par rapport au placement des cailloux, puisque c'est donc l'IA qui va repérer les cailloux et pouvoir un peu calculer leur granulométrie, la taille, etc. Est-ce que vous avez repéré des taux d'erreur de mesure? Par exemple, s'il y a deux cailloux qui sont superposés, tout à l'heure, vous aviez dit que l'IA, elle peut euh, imaginer la forme de celui qui est en dessous, mais est-ce qu'il y a quand même des taux d'erreur que vous avez pu identifier ou pas du tout? Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est la question enfin, de la mesure des performances. Pour mesurer des performances, il faut une donnée objective et puis des indicateurs aussi de performance, enfin des métriques. Ça veut dire en gros d'avoir de la donnée à noter et comme on a énormément d'objets sur des surfaces qui sont considérables, en fait, ça n'existe pas vraiment une donnée qui est complètement à noter et vérifiée par des humains sur les bancs de galets. Donc, ce qu'on fait, et on est actuellement dans ce processus d'évaluation, en fait, c'est d'extraire des indicateurs en équivalent, en gros,
se comparer aux mesures qui ont été faites directement sur le terrain en mesurant des cailloux. On va comparer cette mesure de terrain, cette vérité terrain, aux sorties de nos algorithmes, et puis on va vérifier qu'on est bien dans une marge d'erreur limitée. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va vérifier principalement les performances de l'algorithme, parce que sinon, on peut se comparer aux données d'entraînement, enfin, aux données de test qu'on a mis de côté lors de l'entraînement. Mais c'est comme ça qu'on peut mesurer les performances. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. On va passer aux questions pour Emma. Alors, juste pour le traducteur, qu'on puisse faire le switch. Du coup, on avait une première question. Alors, Emma, est-ce que vous m'entendez? Yep, I can hear you. Ok, parfait. Comment est-ce que vous pourriez améliorer les algorithmes et qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? C'est une bonne question. Nous avons beaucoup de pièces du puzzle. L'une des zones à améliorer serait la prédiction de toxicité. Dans notre communauté, c'est la manière la plus importante qui nous permettrait de déterminer les produits chimiques qui seront problématiques. Donc, on pourrait le faire rapidement. On a fait du travail également. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer en détail, mais décomposer les composés chimiques dans l'élément chimique le plus probable, donc, et pour arriver aux décisions, alors qu'on voit que beaucoup de gens passent leur temps sur des produits chimiques sur lesquels il n'y avait pas assez d'informations, on ne pouvait pas les confirmer et on n'avait pas, je dirais, donc on va de cette zone d'identification, d'interprétation. D'une part, on a besoin d'un meilleur rendement pour assurer nos calculs et comme on l'a dit, on a besoin de plus de données. Pour le moment, c'est facile d'obtenir des fonds pour avoir des bons algorithmes et des interfaces, mais difficile d'avoir des financements pour acquérir de nouvelles données de façon expérimentale ou simplement pour obtenir recueillir ces données. Lorsqu'on travaille sur les algorithmes, on dit que la meilleure manière de les améliorer, ce serait plus de données. Faites tout ce que vous voulez, mais et bien sûr, on peut peut-être améliorer avec, peut-être un algorithme d'Arish, mais là, encore une fois, c'est minimum, c'est pas encore une fois, si vous doublez le nombre de données, vous améliorez votre système de toute façon. Vous aurez une amélioration, même avec une méthode moins performante. Voilà. Ai-je répondu à votre question? Yes. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, ouais, effectivement. Et deuxième question, du coup, vous avez parlé de la création de nouveaux composés chimiques et de polluants. Deux questions en une. Est-ce que vous utilisez pour cela des algorithmes de prédiction basés sur l'acquisition de données ou sur des calculs et des équations pour créer ces nouveaux composés? Et deuxième question, avec ces méthodes de détection, est-ce que vous pourrez imaginer détecter des zones où ils vont s'accumuler et où on pourrait les traiter puisqu'ils ne sont pas biodégradables? Yes, so this is part of the bigger picture. Ça, c'est fait partie du tableau un peu plus grand. Vous imaginez ce que je vous ai montré où les produits chimiques se situent, c'est ce qu'on essaie de faire. Où est-ce qu'on a des points chauds que l'on peut traiter rapidement, où on peut intervenir? Et il y a des pollutions, on a vu les tendances qui suivent on peut les faire revenir aux sources et comprendre d'où ça vient et agir, mais d'autres, c'est tellement des images tellement diffuses, on ne sait pas d'où viennent les produits chimiques, c'est très dispersé. En termes d'algorithmes, je l'ai montré sur une diapo, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser une combinaison de méthodes basées sur la connaissance et sur la prédiction. Beaucoup de gens essaient de faire probablement du prédictif, mais c'est intéressant de voir les autres domaines. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes basés sur la connaissance qui nous donnent également de bonnes conclusions parce qu'on voit les mêmes choses et on évalue, en prenant seulement des prédictions de fragmentation, on a évalué les différents modèles de l'état de l'art en 2016 et ce que l'on voit, c'est que la connaissance basée sur les règles
par rapport au machine learning, ça a amélioré, certes, ça s'est amélioré, mais on couvre l'espace complémentaire. Donc, la combinaison de l'ensemble de ces méthodes vous donne toujours de meilleurs résultats que l'une ou l'autre, cependant. Mais à un moment, il faudra voir on arrivera peut-être à un point où les prédictions seront trop bonnes, mais avec ce que l'on appelle ici les systèmes croisés, on peut voir où ça se croise ou pas. Donc, ça aide pour identifier le manque de données, donc, où on n'a pas de prédiction. Donc, on a un chercheur on va avoir des données pour améliorer, pour les PFAS, pour faire des meilleurs calculs. Donc, c'est en tant que communauté scientifique, lorsqu'on partage nos données, lorsqu'on examine les données et qu'on libère on montre les cas, on peut voir identifier les manques et mieux retravailler et avoir une meilleure image. En fait, c'est un domaine tout à fait fascinant, dit madame. Rapidement d'ailleurs. For your answer. Et dernière question pour tous. La perception des non-spécialistes sur l'IA, et surtout à cause des outils comme ChatGPT, donne une impression de facilité, mais ce qu'on a vu dans vos présentations et dans ce webinaire, c'est que ça demande un énorme travail de développement. Et est-ce que vous pensez que pour le grand public, on devrait être sensibilisé à ça? Voilà, question libre à vous trois. De manière évidente, oui, il faut sensibiliser le public. Et déjà, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent une mauvaise notion. Déjà, le terme intelligence artificielle est assez trompeur parce que généralement, par intelligence, on comprend raisonnement. Et aujourd'hui, les réseaux de neurones, c'est que de l'ordre de la perception. C'est-à-dire ils sont pas capables de raisonnement ils ont pas, comment dire, ils ont une représentation abstraite des données, mais pas vraiment du monde qui les entoure. Il n'y a pas de modèle aujourd'hui qui comprend simplement la gravité, euh, qui va faire un raisonnement. Donc déjà, il y a une perception qui est un peu fausse à ce niveau et je pense qu'il faut éduquer le grand public là-dessus. Moi, je peux dire, j'ai envie de dire autre chose, mais je suis d'accord avec avec ce qui a été dit par Pierre, hein. Moi, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quand même une des sciences du demain, une des sciences du demain. Mais comme je l'ai dit, il faut des données et il faut quand même une bonne compréhension des phénomènes. Et ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'on voit énormément de publications. Je ne veux pas dire des Chinois, mais il y a beaucoup de Chinois quand même, et c'est un peu normal parce qu'ils sont très nombreux, hein. Donc, beaucoup de publications où les gens prennent des données et ils balancent des méthodes élaborées de IA, des choses comme ça. Ils obtiennent des résultats extraordinaires, mais c'est pas parce que c'est extraordinaire, c'est parce que le modèle est tellement bien calé et bien calé et bien calé. Mais en fait, quand vous regardez la physique qui est derrière, ça n'a rien de physique. Je veux dire, les gens aujourd'hui utilisent le IA ou des méthodes, on va dire, informatiques très élaborées pour fitter des choses, mais très souvent, il n'y a pas d'interprétation derrière. Et donc, très souvent, je dirais, la physique qui est derrière, elle est fausse. Je veux dire, on observe des phénomènes qui n'ont pas de sens. Mais les gens, ils regardent les corrélations, ça a l'air de coller, tout va bien. Mais parce que tout simplement, ils utilisent très peu de données, etc., etc. Bon. Donc, le IA, il est intéressant, mais il faut quand même faire très attention. Parce que si on ne fait pas de la compréhension des phénomènes, si on ne fait pas de la physique derrière, il y a quand même un grand risque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais faire un lien. Bon, moi, je suis un petit peu âgé maintenant, enfin pas trop, mais un petit peu. Il y a une vingtaine d'années qu'on faisait des réseaux de neurones. On faisait un code qui faisait 50, voire 100 lignes. Bon. Aujourd'hui, quand vous faites du réseau de neurones, vous allez récupérer une boîte noire, entre guillemets, avec 3 lignes de code, et vous faites. Bon. C'est fabuleux, hein. Mais pour l'IA, je dirais que c'est à peu près la même chose. Même, je dirais que ça va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont faire du développement, et tant mieux, il y a des gens qui sont très calés pour ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des choses qui sont bien développées, parce que de toute façon, tout ça va être prototypé dans des petites boîtes. Et puis voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas des très très bons informaticiens, c'est quand même pas perdu.
Parce que les bons informaticiens vont développer des choses et puis nous, on est plutôt des physiciens ou des chimistes ou que sais-je. Nous, on va utiliser des outils qui sont quand même suffisamment élaborés pour comprendre ou fitter nos phénomènes. Donc, je dirais qu'il y a du travail pour tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir un complexe de ne pas être très, très bon en informatique parce que c'est pas très grave. Il y a des gens qui vont développer, ils vont bien prototyper. On va pouvoir utiliser comme on le fait aujourd'hui avec les réseaux de neurones. Par contre, la vraie science aujourd'hui pour nous, ceux qui travaillons sur l'environnement, c'est quand même les phénomènes physiques. Qu'est-ce qu'on observe, pourquoi on l'observe, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà. Merci. Et Emma, si vous avez un point de vue à nous partager. Brièvement, on sait ce qui se passe avec, si vous allez Google, vous tapez une question, vous allez avoir la réponse et j'ai eu souvent on posait la question, j'ai vu, ça va vous donner: «Non, non, ça ne se produit pas», et puis en dessous, vous allez voir les images qui montraient exactement ce qui se passe. Donc, avec le temps, les gens vont apprendre à voir que les algorithmes parfois donnent des mauvaises réponses parce qu'ils reposent sur une seule un set de référents, un ensemble de références, mais il y a la preuve dessous pour montrer exactement la contraire. Donc, on a eu la même chose, on travaille avec une autre collègue français sur la Côte d'Azur et il pour poser une question scientifique, il a un chatbot et «Est-ce que je peux utiliser ceci en utilisant?» Ça veut dire: «Non, non, vous pouvez pas le faire, faute de la et chromatographie liquide, non, non, vous pouvez faire de la chromatopsie, non, vous pouvez faire oui, vous pouvez faire ceci, cela, et cetera. Ça vous donne tout un protocole, comment le tenter, même si on vous dit n'importe expert regardant la structure, il dira: «Bien sûr, personne ne va ça ne marchera pas», donc sur de la chromatographie en phase, solide. Donc voilà, je pense que c'est l'autre commentaire, c'est simplement ça commence, on sait que beaucoup de développements vont se faire, ce sera puissant, mais si ça ne fait que reproduire de la connaissance de façon mélangée, les bonnes réponses, arrivent, des fois non. Moi, j'ai déjà revu des articles qui certainement ont été compilés à partir de AI parce que ça se lit bien, mais en fait, mais pour un expert, c'était sans op c'est ça pour nous, ça n'a aucun sens et donc un relecteur a trouvé ça génial, mais en fait, simplement, mais les gens qui connaissaient le domaine disaient: «Non, non, vous avez la façon dont vous avez travaillé ça, ça n'a aucun sens». C'est exactement ce que disait Pierre avec, c'est un problème d'ontologie, donc voilà, voilà, il faut réfléchir à l'ontologie des systèmes. C'est le début, c'est intéressant, c'est difficile en tant que scientifique pour voir ceci, mais à un moment donné, on commence à voir des réponses qui semblent judicieuses. Vous posez à vous questionner, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des grands dangers. Quand est-ce qu'on commence à croire la machine plutôt que les experts? Et où va se situer la limite qui va devenir un peu floue, difficile? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a quelques minutes de retard, donc j'ai une dernière question avant de laisser la parole à mes collègues pour conclure ce webinaire. Donc, une question qui est destinée à Emma. Donc, en tant que chercheuse dans un autre pays, comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle et comment est-ce que vous êtes accompagnée dans le développement de celle-ci? Yes, very much so. Oui, certainement. C'est un point important ici au Luxembourg. Luxembourg est un pays relativement riche. Ils investissent beaucoup dans ces pays, dans les sécurités informatiques à haute sécurité et à haut niveau et au niveau biomédical. Il y a beaucoup d'investissements faits dans l'intelligence artificielle, mais je pense que ceci s'applique à différents sites. Bien sûr, à beaucoup de sites, on a également beaucoup de gens, c'est l'un des emplois que vous verrez au Luxembourg. En tant qu'institution, on doit, ce qu'on a noté au niveau de nos étudiants de sciences de sciences informatiques, c'est que tous les étudiants maintenant, on donne les réponses ChatGPT, n'ont pas appris au-dessus de ça. Bon, maintenant on construit nos questions pour déterminer si la réponse est ChatGPT. Parce qu'en fait, sinon, s'ils n'ont pas utilisé ChatGPT, on va le déterminer. Donc, pour l'institution, c'est comment expliquer aux gens à comment utiliser ceci
tout en gardant votre capacité de réflexion, avoir le retour, l'esprit critique, ça dévie de la question. Mais c'est ce que nous sommes à quoi nous confrontés en tant qu'étudiants, enseignants. C'est avoir le temps pour ajuster à ce domaine intégrer ça dans les recherches, l'intégrer dans vos positions de financement et l'intégrer dans vos méthodes d'enseignement, être certain que les gens apprennent plutôt que de se faire servir par des machines. Donc voilà, c'est un point. Voilà. On va être occupé pendant un moment. Merci, c'était une bonne question. N'ayez pas peur, vous aurez du boulot. Parfait. Et ben, merci beaucoup à tous de vous être connectés aujourd'hui sur ce webinaire. Merci notamment aux intervenants.